Je ne suis pas payé pour être occupé. Je suis payé pour construire des systèmes qui produisent des résultats massifs. C'est une entrée en matière qui frappe fort. N'est-ce pas? Et cette déclaration, en fait, elle est extraite directement d'un mémo stratégique confidentiel. C'est avec ça que nous ouvrons notre analyse du jour. Et il faut bien préciser qu'on n'est pas du tout face à la doctrine d'un grand cabinet de conseil en management. Ah non, pas du tout. On est face au principe fondateur qui a régi la création d'un logiciel. Aujourd'hui, notre exploration en profondeur se penche sur l'architecture de CRM Manager. C'est un CRM en mode SaaS, conçu très spécifiquement pour le secteur de l'habitat et de la rénovation qui est, on le sait, ultra concurrentiel. Exactement. Et en examinant les sources que nous avons rassemblées, on a des pitch decks, des études de cas cliniques et surtout, ces fameux mémos de stratégie interne. Technologique, bouton par bouton. Non, l'intérêt est ailleurs. Il s'agit d'étudier comment une philosophie de croissance très particulière a été appliquée dès le premier jour de l'entreprise. Une philosophie qui priorise la construction d'actifs durables sur le long terme. Oui. Et le plus fou, c'est comment cette philosophie est ensuite, d'une certaine manière, imposée à ses propres utilisateurs. Bon, décortiquons un peu tout ça. Je suis prête. Par quoi on commence? Eh bien, avant de regarder la mécanique logicielle pure, il est impératif de comprendre le modèle mental de l'architecte derrière le code. Alors ce modèle mental, il exige un changement de posture radical de la part du dirigeant. Une transition que les documents internes décrivent vraiment comme le passage du stade d'opérateur au stade d'architecte. D'opérateur à architecte. C'est très visuel. Oui. Et la prémisse de CBM Manager repose sur un constat très froid, très analytique. L'objectif d'un chef d'entreprise n'est jamais, au grand jamais, de maximiser ses heures de travail. C'est contre-intuitif pour beaucoup, ça. Complètement. L'objectif, selon eux, c'est de bâtir une infrastructure, une machine capable de produire de la valeur de manière asynchrone, c'est-à-dire totalement décorrélée de l'effort physique quotidien du dirigeant. Et dans ce mémo, il y a une ligne de démarcation hyper stricte qui est tracée entre ce qu'ils appellent une tâche et un système. C'est une distinction fondamentale en stratégie d'entreprise, je trouve. Réacteur, comment vous la définiriez-vous, cette différence tâche? Eh bien, une tâche, par nature, c'est éphémère. Prenons un appel de prospection, par exemple. Une fois que l'appel est terminé, l'énergie que vous avez dépensée s'évapore complètement. C'est ça. Si le client ne signe pas, il n'y a plus rien. Voilà, le résultat n'est pas atteint et donc l'effort doit être intégralement répété le lendemain. C'est un rendement purement linéaire. Alors qu'un système, au contraire, c'est une structure automatisée. C'est un processus qui garantit qu'une séquence d'actions s'exécute de manière fiable. Et ça, que le créateur du système soit présent dans le bureau ou non. C'est exactement ça. En fait, la question que doit se poser le dirigeant le matin, en buvant son café, ça ne doit plus être « quelles sont les urgences à traiter aujourd'hui ?» Ce qui est la question classique, malheureusement. Oui, la question par défaut. Il faut plutôt se demander quelle structure je dois mettre en place aujourd'hui pour que ce type d'urgence se résolve automatiquement à l'avenir. Pour imager la chose, c'est un peu comme l'histoire du bateau qui prend l'eau. Ah oui, l'analogie du seau et de la pompe. Quelqu'un qui a une voie d'eau dans son bateau va passer ses journées à écoper frénétiquement avec un seau. C'est épuisant, c'est sans fin. Et c'est ça, être l'opérateur. Exactement. Alors que l'architecte, lui, il va s'arrêter d'écoper. Il va accepter que l'on monte un tout petit peu pendant quelques heures, le temps de construire et d'installer une pompe automatique. Et une fois la pompe installée, le problème est réglé pour toujours. C'est très parlant. Le CRM classique, dans le fond, ça ressemble souvent au tableau de bord d'une voiture. C'est-à-dire ? Dans le mur. Ah oui, je vois. Le dirigeant reste le moteur et le pilote. Exactement. Alors que l'architecture prônée par CBM, ça s'apparente plutôt à la pose de rails. La pose de rail, oui. L'effort initial d'ingénierie est colossal. C'est complexe, c'est ingrat, on transpire à poser les traverses. Mais une fois les rails posés, l'inertie du train maintient le mouvement avec un effort marginal presque nul. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette philosophie aborde la notion de coût d'opportunité. Expliquez-nous ça. En fait, dans le secteur de la rénovation, l'urgence opérationnelle, c'est la norme. Les chantiers prennent du retard, les fournisseurs font défaut, les clients s'impatientent au téléphone. C'est un chaos quotidien pour beaucoup de leaders de PME. Et face à ce chaos, la réaction instinctive de l'opérateur, c'est de compenser par sa propre force de travail, de s'impliquer directement pour éteindre l'incendie en urgence. Ce qui est louable humainement parlant. Louable, oui. Mais la stratégie qu'on étudie aujourd'hui démontre que cette réaction, bien que naturelle, est en fait destructrice de valeur à long terme. Chaque heure passée à résoudre une crise ponctuelle est une heure soustraite à l'ingénierie de la machine globale. Mais poussons l'analyse sur ce point précis, parce que je suis sûr que certains leaders qui nous écoutent tiquent un peu. La théorie se heurte souvent à la dure réalité du terrain.
C'est vrai, c'est une objection classique. Pour ces leaders de PME qui évoluent dans des secteurs sous haute tension, arrêter d'être le moteur principal de l'entreprise, ça semble contre-intuitif, voire suicidaire. Quand la trésorerie dépend des ventes du mois en cours, s'isoler pour soi-disant construire des rails, Ça ressemble à une fuite en avant. voilà, ou à un exercice intellectuel complètement déconnecté des impératifs immédiats. Comment l'architecture d'une entreprise peut-elle absorber ce choc temporel entre l'urgence du court terme et la construction du long terme? C'est là qu'intervient la notion de systématisation des microprocessus. Les documents stratégiques ne préconisent pas du tout un arrêt total de la production pour repenser l'entreprise de zéro. Ouf, ça rassurera notre audience. Oui, on ne ferme pas boutique pendant un mois. Ils exigent plutôt une discipline d'extraction progressive. D'extraction progressive, c'est-à-dire? Eh bien, le dirigeant doit identifier les goulots d'étranglement récurrents. Par exemple, la qualification des leads entrants. C'est une tâche qui consomme un temps commercial précieux de manière répétitive. Tous les jours, il faut trier les bons et les mauvais contacts. Exactement. Et l'idée, c'est de déléguer cette friction spécifique à un système externe ou à un algorithme. C'est la seule méthode mathématiquement viable pour échapper à l'asphyxie opérationnelle. Parce que tant que l'entreprise dépend de la bande passante cognitive de son fondateur, sa croissance est structurellement plafonnée. Il n'a que 24 heures dans une journée. C'est une limite physique indépassable. Ce qui nous amène à la mécanique de cette fameuse croissance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les notes internes détaillent une véritable obsession pour ce qu'ils appellent l'effet de levier et la recherche de résultats asymétriques. Optimiser les processus de 10 petits pourcents. Non, on cherche les points de bascule, là où un effort initial modéré génère un retour exponentiel. D'ailleurs, les sources identifient 4 leviers fondamentaux sur lesquels CDM a bâti sa propre structure. Oui, on a le code, le contenu, l'équipe et le capital. L'audience de cette analyse connaît bien l'économie du SaaS. Le code a un coût marginal de reproduction nul. Tu l'écris une fois, tu le déploies 1 million de fois. Tout à fait. Mais ce qui frappe, c'est l'application très stricte de cette règle à la gestion du temps au quotidien. La question hebdomadaire imposée aux équipes en interne, c'est est-ce que l'action d'aujourd'hui crée un actif pérenne ou est-ce un effort volatile? C'est une discipline de fer. Un script de vente qui est affiné par des données de conversion, ça devient un actif. Un actif réutilisable par tous les commerciaux. Exactement. Un module d'intelligence artificielle intégré au logiciel, c'est un actif. Et l'application de ces leviers vise cette fameuse asymétrie des risques. La symétrie des risques. Comment les mémos définissent ça La stratégie décrit des paris où le coût de l'échec est maîtrisé et surtout connu à l'avance, mais où le gain potentiel, en cas de succès, altère fondamentalement la trajectoire de l'entreprise. On ne joue pas l'entreprise sur un coup de dé, mais on vise un jackpot. C'est ça. Les mémos citent d'ailleurs des exemples concrets de l'historique de CBM. Par exemple, allouer des ressources massives pour cibler un réseau national de 30 agences en une seule démarche commerciale. Au lieu de faire du porte-à-porte agence par agence. Exactement. Si le pari échoue, l'entreprise perd un trimestre d'efforts sur ce segment précis. C'est douloureux, mais calculé. Mais s'il réussit, la base d'utilisateurs et les revenus récurrents font un bond spectaculaire d'un seul coup. Un autre exemple qui m'a marqué dans les textes, c'est le développement de leur module d'IA propriétaire pour l'analyse des performances. L'investissement en R&D est très lourd au départ. Oui, ça demande du capital et du temps ingénieur. Mais le résultat crée une barrière à l'entrée technologique que la concurrence locale ne peut tout simplement plus franchir. C'est un fossé protecteur énorme. On observe d'ailleurs un contraste frappant dans leur gestion du temps pour soutenir cette quête d'asymétrie. Un contraste entre le très long terme et le très court terme, oui. D'un côté, une vision à horizon 10 ans. Ils ont la volonté complètement assumée de devenir l'infrastructure technologique dominante du marché de la rénovation. Leur but avoué, c'est de rendre toute alternative obsolète. C'est ambitieux. Et de l'autre côté, une exécution ultra resserrée sur des cycles de 90 jours seulement, et limitée à un maximum de 3 paris stratégiques. Pas de liste de projets interminables, juste 3 vecteurs de croissance. C'est l'antidote à la dispersion. Mais si l'on confronte cette rigidité de planification à la réalité macroéconomique, une question se pose. Le mémo revendique haut et fort la construction d'une entreprise dite antifragile. Le concept de Nassim Taleb, oui? Oui, mais prenons un cas concret. Si le marché des pompes à chaleur subit un violent coup d'arrêt à la suite d'une soudaine réforme des aides gouvernementales, comment un logiciel, aussi bien conçu soit-il, peut-il prétendre à l'antifragilité face à une contraction sévère du chiffre d'affaires de ses propres clients? Eh bien, la mécanique de l'antifragilité, telle qu'elle est codée dans la stratégie de CBM, ne consiste absolument pas à ignorer les chocs du marché. Au contraire, elle consiste à s'en nourrir.
Sans nourrir, c'est-à-dire? Une entreprise